Mesdames et messieurs, chers amis de Icône, bonjour et bienvenue dans votre émission Icône qui reçoit des personnalités ayant marqué l'histoire politique, sociopolitique et économique du Bénin. Aujourd'hui, nous sommes avec une personnalité hors du commun. Une dame qu'on a longtemps appelée, et qu'on appelle toujours d'ailleurs, l'Amazone des temps modernes. Une femme brave. Brave par son caractère, brave par ses principes, brave aussi par la qualité du service qu'elle a rendu à ce pays, le Bénin. Première femme ayant été candidate aux élections présidentielles, nous sommes ici, quelque part au cœur de Cotonou, dans le quartier Bégamin. Nous sommes précisément dans son bureau, où elle a fait le plaisir de nous recevoir. Bonjour, Maître Marie-Élise Bédo. Bonjour, Monsieur Valentin. Plusieurs fois ministre, avocate de renom. D'ailleurs, vous êtes revenu à vos amours de jeunesse, où vous vivez tranquillement. Vous n'êtes pas encore à la retraite, non. Il y a tellement de dossiers, une pile de dossiers sur sa table, vous le verrez tout à l'heure. Présidente, comment vous allez? Ben, je vais très bien. Ah bon, Élise Bédo, une fois, je pense qu'elle a posé candidature au temps de Yaïboni, mais ça n'a pas tombé. Mais je n'ai pas entendu. C'est regardé tout le toi mes points. Et aller d'après on sait tout le temps qu'on toi mais. Ah, Marie-Élise Bédo, une femme politique, respectueuse, une femme combattante et une femme politique au pair. C'est une dame que moi j'aimais beaucoup. Depuis un certain temps, on ne l'entend plus parler. Elle a été parmi les politiciennes comme les Anou, paix à son âme, Rosine Soglo. On comparait les Élise à Rosine Soglo. Mais depuis un certain temps, elle ne sort plus, elle s'est rangée. À part la politique, elle a aussi une ONG qui fait des actions sociales, qui aide les femmes démunies, les femmes qui ont des problèmes conjugaux. Marie-Élise Bédo, l'avocate, pas grand-chose, mais pour ce que je sais, c'est une femme combattante, une avocate au pair. Elle a un franc-parler, c'est ce que je retiens d'elle, son franc-parler. Quoi qu'on dise d'elle, son franc-parler. Je me rappelle quand elle était ministre de la Justice, je crois, ou bien avant ça, au domicile de l'ancien ministre de Kérékou, l'ancien ministre de la Défense, là, Ocho. Lui seul, on a mis dans son domicile un transformateur qui va alimenter tout un quartier. Tout un quartier à Calavi, on a mis au domicile du ministre un transformateur électrique qui va alimenter tout un quartier. Or, le reste des alentours est dans le noir. Elle s'est battue pour que, ce transformateur soit dégagé de la maison. C'est vraiment une femme combattante. Et l'autre chose est que son franc-parler envers les autres femmes, mais qui n'ont pas su saisir. Parce que je l'ai vu plusieurs fois s'entretenir avec les femmes, les bas peuples, mais elles n'ont pas su cerner la vérité qu'elle leur disait, comment est-ce qu'elles doivent se comporter. Marie-Élise Bédo, je garde de bons et grands souvenirs d'elle. Physiquement, on ne s'est jamais rencontrés. Je la connais sur le plan juridique, la société civile. Belle dame, charmante, intellectuelle, équilibrée. Pas un semi-intellectuel. Elle est bien équilibrée. Avocate, défenseur des femmes et
des pauvres. Elle a défendu la cause de beaucoup de citoyens pauvres. Elle a été 2 fois ministre. Une première fois ministre du commerce sous Kérékou 2. Bon, ministre de la justice avant Madame Rekiatou Madougou de la justice. Mais après, elle s'est investie dans la société civile. Elle défend la cause des pauvres et des déshérités. Si vous allez la voir, elle vous écoute. C'est ça qui m'intéresse. Elle vous reçoit, elle vous écoute attentivement. Et quand elle a la possibilité de vous aider, elle n'hésite pas à vous aider. C'est elle qui a introduit la loi contre le massacre des femmes. Donc c'est une bonne dame équilibrée, intellectuelle équilibrée, qui a son coefficient directeur mental plus pi demi et qui n'a pas son cerveau bloqué à la métaphase 2. Non, ça, chapeau. Alors là, c'est des dames qu'on doit encourager. Après avoir donc été sous les feux de la rampe, vous avez tout d'un coup décidé de quitter tout ce qui est politique. On va d'abord remonter à la genèse de votre personnalité. Maître Marie-Élise Gbedo est née où, quand, a fréquenté où, la naissance jusqu'à l'université et tout ça. Ben merci surtout d'avoir pensé à moi et bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices et heureuse d'être avec vous, de vous parler encore un peu de moi. En fait, je suis née un 29 décembre 1954 à Mankono, en Côte d'Ivoire. Mankono, cercle de Séguéla, la zone des rebelles. Donc, la naissance est... donc, que j'adore bien, donc, en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que j'ai passé une enfance heureuse. Vous avez fréquenté en Côte d'Ivoire? Non, je n'ai pas fréquenté en Côte d'Ivoire. Après, vous savez, à cette époque, mon papa et ma maman ont fait le tour de ce qu'on appelait à l'époque la WEF. Okay. Ce qui fait que chaque enfant est né dans chaque pays de la WEF occidentale française. Donc moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Celui qui me suit est né au Sénégal, à Dakar. L'autre est né à Niamey, Niger. Et la dernière est née au Togo, à Lomé. Voilà. Donc du coup, on a posé nos valises au Togo et nous avons fréquenté. J'ai d'abord commencé mes études primaires, enfin maternelles, primaires au Togo. Et puis bon, un beau matin, alors qu'on grandissait, et papa a décidé un beau matin pour dire, mais nous sommes des Dahoméens, il faut que vous alliez au pays pour apprendre la langue, pour connaître le pays. Et c'est comme ça qu'on a atterri au lycée Béhanzin. C'était en quelle année? Oh, je ne peux pas dire, mais je sais que j'ai repris au lycée Béhanzin, j'étais en classe de 3e. Parce que j'ai fait Notre-Dame des Apôtres de Lomé jusqu'en classe de 4e. Donc je suis venu passer mon BEPC à Porto Novo, au Bénin, et avec mes frères. On est 4, je suis l'aîné. Et nous, les 3 autres, on était tous au lycée Béhanzin, chacun à son niveau. Donc c'est là, je suis resté au lycée Béhanzin jusqu'au bac. Après le bac, je suis venu à l'université ici. Et bon, en 1977, j'ai pris pour la première fois l'avion pour me retrouver en France à l'université, où j'ai fini par faire l'université Panthéon Paris 1, où j'ai terminé mon cursus là-bas jusqu'au DEA de droit des affaires. Et puis c'est là encore que j'ai prêté serment en tant qu'avocat. J'ai fait le centre de formation professionnelle des avocats. J'ai prêté serment. J'ai fait mon stage dans des cabinets à Paris. Et après cela, je suis rentré au Bénin. Qu'est-ce qui a motivé le retour au pays après tout ce parcours, après avoir été, n'est-ce pas, au barreau français? Non, je peux dire que
je dois ça à mes parents. Mes parents ne voulaient pas que je m'éternise là-bas parce que mon père disait toujours, il faut revenir toujours au pays. Il y a de la place. Ne croyez pas qu'il n'y a pas de place, on a besoin de vous. Et le sort faisant bien les choses, mon papa était ami à une dame avocate qui a dit, mais pourquoi pas, pourquoi elle ne viendrait pas au Bénin, parce que quand elle va venir, moi j'avais peur, je disais, mais si je rentre, je vais faire mes premiers pas. Mes premiers pas au Bénin, chez qui? Et là, ça s'est offert à moi, c'était une belle opportunité où je suis arrivée et j'ai fait ce cabinet qui m'a permis vraiment de faire mes armes toute seule après. Alors, vous rentrez au pays, vous vous installez, avec un peu de chance, vous créez votre propre cabinet d'avocat. Tout à fait. Comment les premiers pas au Bénin se sont passés? Ah, très difficile. Vous savez, quand vous avez fait l'extérieur et que vous revenez, il faut se réadapter au contexte local. Au contexte local. Il faut apprendre à revivre comme au pays parce que ce n'est pas forcément les mêmes réalités. Même lorsque j'ai commencé mes premières armes au Bénin en tant qu'avocat, j'avais des problèmes avec les lois, les tests. J'arrive au Bénin et j'ai des tests de 1800 et quelques, 1900 et quelques par rapport au droit de la famille, par exemple. Il n'y avait pas de droit de la famille, donc le contexte était très difficile. J'ai désappris. J'ai reparti à zéro. Je suis reparti à zéro parce qu'il fallait que je m'habitue aux lois coloniales qui étaient encore d'actualité au Bénin. Donc vous voyez, ça a été très très difficile. Et ce qui a été aussi difficile que je n'ai pas connu à Paris, c'est la justice traditionnelle. Vous voyez, la loi coutumière sur les terrains, le foncier. Alors là, ça, j'étais nulle. C'était très difficile, mais bon, au fur et à mesure, j'ai appris, et ben voilà quoi. Alors quand vous étiez rentré au pays, vous étiez encore jeune. Mais je pense que j'étais encore jeune. Vous êtes marié? Oui, j'ai été mariée. Parlez-nous un peu de cette époque, cette parenthèse. Tout à fait. Je me suis mariée, j'ai fait, bon, et puis ça n'a pas marché quoi après. Bon, c'est pas un problème. Bon, vous avez eu 2 enfants? J'ai eu 2 enfants. 2 millions de garçons? 2 garçons. J'ai eu 2 garçons qui sont aujourd'hui des hommes, qui sont des grands garçons, qui m'ont fait grand-maman quand ils m'ont fait mamie aujourd'hui. Alors quand ça n'a pas marché, vous ne vous êtes plus remariée, non? Ah non, parce que je me suis dit, c'est pas évident. Bon, je me suis dit même que c'était peut-être pas fait pour moi. Est-ce que c'était difficile de concilier la vie matrimoniale et la vie professionnelle? Pas du tout. Okay. Pas du tout. C'était des problèmes interfamiliaux, côté belle-maman, belle-machin, belle-famille, surtout la belle-maman. Et je me suis dit, si c'est comme ça les belles-mamans, bon, c'est trop compliqué. J'espère que vous ne l'êtes pas pour les enfants. Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose avec toute ma sincérité. Quand je me rappelle ce que moi j'ai vécu, mes enfants étaient petits. Et je le dis toujours, c'est encore l'occasion de dire à des charges de mon époux, mais quand même à qui je reprochais de ne pas me protéger. Je suis partie parce qu'il ne me protégeait pas. C'était un peu passif. Je n'ai pas eu des problèmes directement avec mon mari. On aurait pu vivre ensemble. Mais à la belle famille, surtout la belle maman, qu'elle me pardonne, c'est comme ça. Mais tout de suite, dans ma tête, je dis, il n'est pas question que je sois une belle maman pour ma bru. Et même à l'époque, déjà tout petit, j'ai toujours dit à mes enfants, si vous vous mariez, et vous voyez maman qui met le nez, qui dit « Ah, ta femme, c'est ci, ta femme. » Dites, maman, tu as oublié ce qui t'est arrivé à toi? Mais je savais déjà, avec cette expérience malheureuse, que mes enfants se marient avec qui ils veulent. Je ne serai jamais la belle-mère qui dit « Où est-ce que tu as trouvé ça? C'est qui cette dame-là? Elle ne te convient pas. Cette famille-là. » Ils sont assez grands pour faire leur choix.
je n'embêterai l'enfant de personne. Et je crois que je le fais très bien. Je ne veux même pas savoir ce qui se passe. Ils n'ont qu'à vivre leur vie. Ils n'ont qu'à se décréper les chiens s'ils veulent, mais qui m'apportent pas moi tout ce que je veux. Qu'on me fasse de beaux bébés, qu'on m'amène mes enfants, mes petits-enfants les week-ends. Et je vous assure, c'est formidable de vivre avec des petits-enfants. Moi, je les ai les week-ends. Oh ben, je réapprends beaucoup de choses et c'est adorable. Donc, moi, je ne m'occupe pas de la vie de couple de mon fils. Je m'occupe de mes petits-enfants et je suis heureuse. Voilà. Et à côté donc de cette vie heureuse, vous avez décidé de militer pour la cause de la femme. Qu'est-ce qui a motivé ce militantisme aux côtés des femmes? Mais c'est la loi. Au Bénin, je vous le disais, que j'arrive au Bénin. Tout était colonial. Tout était encore colonial. On dit, la femme béninoise n'a aucun pouvoir juridique. Hein? Et pire, les décisions à l'égard de la femme béninoise étaient pour moi toutes discriminatoires. Elle n'avait vraiment pas de droit. La femme dahoméenne béninoise n'avait juridiquement pas de droit. Et vous savez, nous sommes dans une société patriarcale. Moi, je découvrais qu'on était dans une société patriarcale parce que je ne savais pas qu'on était dans une société patriarcale. Ayant vécu dans une famille où, bon Dieu, moi j'ai toujours vu mon père préparer à manger. J'ai toujours vu mon père aller faire le marché. Vous voyez? Et mieux, c'est mon père qui m'a appris à faire la cuisine parce que je n'écoutais pas ma mère. Quand on m'appelle pour que je m'assoie à la cuisine, je refuse. Mais quand mon papa arrive, elle crie « Félix, ta fille !» Mais elle veut, je la chasse de la cuisine. Elle n'a rien fait. Elle ne veut pas faire la cuisine. Papa finit par comprendre que c'était à lui de me prendre sous ses ailes. Et c'est lui qui m'a amené au marché, qui m'a appris à faire le marché. Donc, je ne savais... Et puis, entre mes frères et moi... Sauf que j'étais la grande sœur, je ne savais pas qu'il y avait des problèmes de garçons, de filles. On nous a éduqués pareil. Donc, maintenant, en grandissant, je me rends compte que, attention, on dit que l'homme est supérieur à la femme. Quoi? Non, moi, je n'ai jamais accepté ça. Vous voyez? Donc, du coup, de par mon enfance et ce que j'ai découvert en revenant par les lois, je dis non. Et c'est comme ça qu'avec d'autres femmes, nous avons constaté que vraiment on ne pouvait pas continuer comme ça. On n'avait même pas un droit de la famille, un code de la famille. Le code de la famille qu'on avait, c'était le code civil français plus le coutumier, où à cette époque, même en France, la femme n'avait aucun droit. Les femmes sont des mineurs émancipés, comme on dit, mais on n'avait pas de droit. Je donne un exemple. Tu n'avais pas le droit d'avoir ton propre chéquier. Mais oui, vous êtes jeune, vous venez d'arriver, vous voyez ça. La femme n'avait pas le droit. Je donne un exemple, je suis avocate. Et puis j'épouse un homme d'affaires, ou en fait quelqu'un qui travaille. Ce monsieur dit, je ne veux pas que tu exerces ta profession d'avocat, parce que j'ai les moyens de m'occuper de toi et de mes enfants. Mais je ne peux même pas me rebeller parce que le tribunal lui donne raison. Dès lors qu'il prouve qu'il peut s'occuper de la famille, beaucoup de mamans comme ça sont restées à la maison parce que leurs maris ont décidé de les garder à la maison pour qu'elles s'occupent des enfants. Ainsi de suite. Ce sont des lois discriminatoires parce que, vous voyez, c'est bien. Les hommes disent, elle n'a qu'à rester à la maison et s'occuper des enfants. Mais ça appauvrit la femme. Parce que quand elle ne travaille pas et qu'elle n'a pas son autonomie financière, mais quand elle dit, il me faut de l'argent pour ci, les hommes ronchonnent. Ah, mais je t'ai donné de l'argent hier. Non, donc, on ne pouvait pas laisser ça. Il fallait que les femmes puissent retrouver leurs droits, rentrer dans leurs droits. Je ne peux pas faire de bonnes études et venir m'asseoir à la maison. Et il fallait faire comprendre aux hommes que quand la femme participe aux charges du ménage, mais ça les soulage aussi. Et c'est la famille qui s'épanouit. Il ne faut pas dire, j'ai peur que ma femme sorte, c'est moi le tout-puissant. Non. Et c'est comme ça que nous sommes mis en association. L'association des femmes juristes du Bénin, à la veille de la conférence nationale. Et voilà, le combat a commencé. Et nous avons
et tenter, enfin, notre premier leitmotiv, c'était de faire connaître les droits aux femmes, les droits constitutionnels. Le droit d'aller à l'école au même titre que les garçons, le droit à une profession, salaire égal, compétences égales, ainsi de suite. Et le droit à la santé et le combat à payer. Et c'est comme ça que tout naturellement, tu vois, en me battant dans l'association pour que les femmes aient leurs lois, etc., bon, je me suis retrouvée en train, effectivement, de faire de la politique parce que est-ce que les femmes doivent faire de la politique? Les femmes avaient peur de faire la politique et moi, ça m'a prise. Pourquoi pas? J'avais commencé à critiquer surtout le président Mathieu Kérékou par rapport à son gouvernement où il n'y avait pas de femmes. En fait, le combat politique a commencé naturellement comme ça. De manière anodine. De manière anodine. Et puis un beau matin, Kérékou me fait blam, il me nomme ministre. Tu parles, non? Viens parler. Mais je lui ai montré que j'étais... La femme était capable. Voilà, que j'étais capable d'être ministre, de faire de la politique, de travailler dans un gouvernement. Voilà un peu l'histoire qui m'a amené à faire de la politique. Et là, vous avez été plusieurs fois ministre. J'ai été plusieurs fois ministre. Bon, garde des Sceaux. Ministre du Commerce, Artisanat, Tourisme. Après, garde des Sceaux, ministre de la Justice, etc. Et puis après, ministre de l'Industrie, du Commerce, petites et moyennes entreprises. Voilà. Et pour couronner tout ça, vous avez été candidate aux élections présidentielles. Oui. D'où vous est venue cette inspiration? C'est la même chose quand j'ai touché aux affaires politiques. En fait, ce qui m'a amené à me présenter à une élection présidentielle, c'est la gestion. C'est la gestion des affaires publiques qui ne me donnait pas satisfaction. Je trouvais que tout était lent, qu'on ne réagissait pas vite et qu'il fallait quand même... Hein, je ne peux pas concevoir que un citoyen écrive dans un ministère et qu'on ne lui réponde pas et qu'on ne lui trouve pas des solutions appropriées. Moi, j'ai vécu ça parce que j'avais autour de moi des collaborateurs et j'ai vu un peu comment ça se passait et j'ai tenté également de l'intérieur à changer un peu les choses, les habitudes. Moi, chez moi, quand j'étais ministre, on doit répondre aux citoyens qui demandent à savoir ceci. On doit les recevoir, etc. Moi, je l'avais fait à mon petit niveau et je me suis dit, mais non, si je deviens président de la République, ce serait encore meilleur. Et voilà comment j'ai eu... Et là encore, vous avez brisé un tabou parce que vous étiez la première femme béninoise à postuler, c'est-à-dire à candidater pour ce poste-là. Absolument. Comment vous avez trouvé l'expérience? L'expérience éprouvante. D'abord, je ne m'y connaissais pas. C'était comme sur un coup de tête. J'ai préparé. J'avais ma conviction quand même. Vous n'y croirez pas. Je pensais que les Béninois allaient me comprendre. Et effectivement, sur le terrain, je me suis confronté à cette question de misogynie où carrément on disait... Une femme ne peut pas nous diriger, une femme ne peut pas diriger le pays. Ah, non, comment une femme peut... Ah, ça a été le premier combat à faire. Et il fallait prouver, montrer que j'étais capable de participer à cette campagne présidentielle au même titre que les hommes. Voilà. Mais ça a bouché les décibels. Absolument. Même dans la tête des gens, c'était la première fois qu'on voyait une femme tenter cette aventure-là. Tout à fait, tout à fait. Et puis j'ai réitéré, parce que je me suis dit, ah non, je ne vais pas faire un petit tour et puis on s'en va, parce que je vais leur montrer que j'y crois. C'était ça en fait. Je voulais le montrer au peuple béninois que j'y crois et que c'était possible. Je me sentais capable de diriger le Bénin. Mais donc il fallait y aller une fois, 2 fois, 3 fois, pour mieux comprendre le système. Parce que, en faisant ça, mais j'ai découvert que c'est tout un système qui est mis en place, mais je ne dirais pas tout. Alors, cette aventure a été une très belle aventure. Oui. Aujourd'hui, vous continuez de militer, et cette fois-ci avec les jeunes filles qui veulent devenir avocates ou juristes et tout ça. Parlez-moi de cette parenthèse. Mais oui, vous savez, au sein de l'Association des femmes juristes du Bénin, au départ, on était partis pour n'être que des professionnels. Bon, aujourd'hui, le champ est élargi. L'association absorbe beaucoup
de jeunes étudiants et qui sont en train de préparer leur master, etc. Et en même temps, qui veulent apprendre et qui se posent également des problèmes de société, comme l'indépendance de la femme, l'indépendance professionnelle de la femme, l'autonomisation de la femme, la vie de la femme dans le couple, comment concilier la vie de couple et leur rêve de devenir telle chose. Donc, je suis dans les masterclass qui rassemblent des jeunes gens comme des jeunes filles parce que il est clair que nous ne pouvons pas atteindre nos résultats si nous ne mettons pas aussi bien les jeunes gens que les jeunes filles, les jeunes dames ensemble, parce que c'est pour bâtir le pays de façon politique, économique, sociale, etc. Donc, presque tous les week-ends, je suis invitée dans des masterclass où nous parlons de leadership surtout, de l'autonomisation des femmes et tant de choses. Et ça, vous recevez même des gens qui viennent de l'extérieur? Ah oui, je peux vous dire même que je reçois des dames des États-Unis qui, pour enrichir, comment dire, leur engagement professionnel, leur mémoire, parce que les étudiants ont entendu parler de Marie-Élise, que ce soit des enfants, des Françaises, des Italiennes, etc., et qui m'apportent leur mémoire ou bien leur sujet de thèse. Ah, mais je suis dans beaucoup de sujets de thèse et d'étudiantes, de jeunes dames des États-Unis, d'Italie, de la France et de l'Afrique aussi, des pays africains et des Béninoises aussi, qui me sollicitent sur le droit de la famille, le combat que nous avons fait, l'historique, etc., etc. Et je le fais beaucoup avec bonheur. Donc, je n'ai pas perdu pied. Sauf que, bon, le mot politique, ou bien, comment dire, l'engagement politique, les problèmes politiciens, je dis non. Je m'accroche à mon métier et je m'accroche à l'association que nous avons et je mets ça au service des jeunes gens et des jeunes dames. Justement, j'allais en parler. Depuis 2015 ou 2016, vous avez disparu des radars. Qu'est-ce qui a modifié ce choix? Qu'est-ce qui a motivé donc ce choix de quitter la politique de manière définitive? Vous savez, j'ai pris conscience très tôt. Je vous ai dit que en étant en politique, j'ai compris que ce n'est pas vraiment ça qui colle à mon tempérament. Je ne sais pas dire quelque chose et son contraire, déjà. C'est compliqué. C'est très compliqué pour moi de dire, de faire une déclaration positive aujourd'hui en prenant le peuple à témoin. Et le lendemain, je dis tout à fait le contraire. Ce n'est pas possible parce que même dans mes relations familiales, amicale et tout, on me connaît. On connaît Marie-Élise comme une femme de vérité, même si parfois ça fait mal. Elle dit ce qu'elle pense vrai. Et elle le dit pour faire du bien. Donc je ne me vois pas me retrouver. C'est pour ça que je dis peut-être que Dieu n'a pas voulu me couronner pour que je sois déçue si j'étais devenue présidente, parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi les hommes politiques mentent. Ils sont dans la compromission. Ils sont dans la compromission, dans le mensonge tout le temps. J'avoue que je n'aurais pas pu. Et je sentais que l'expérience que j'avais faite était déjà assez édifiante. J'en ai tiré les leçons qu'il faut. Et c'est comme ça que j'ai décidé de moi-même, quand j'ai fini avec l'élection présidentielle de 2016, c'est le plus naturellement que j'ai annoncé dans la télé nationale, au détour d'une interview, que j'ai choisi de m'accrocher désormais à mon métier et également à tout ce qui concerne l'association pour être au service des citoyens. Donc voilà un peu, c'est une question de tempérament. Aujourd'hui, nous sommes dans votre cabinet, très grand cabinet d'ailleurs. Vous êtes tout le temps en train d'aller, de venir dans le droit des affaires, la défense des causes des citoyens béninois et d'autres citoyens d'ailleurs du monde entier. Dites-nous, qu'est-ce qui vous occupe principalement aujourd'hui? Ce qui m'occupe principalement aujourd'hui, c'est ma profession d'avocate.
je suis dans tous les jours, j'ai mon agenda. Quand vous allez au barreau et on apprend que c'est Marie-Élise Bédot qui défend ce dossier, qu'est-ce qui se passe? Non, il y a rien de... Mais c'est quand même l'ancienne ministre, l'ancien bâtonnier. Mais oui, ça n'a rien à voir parce que ça dépend de toi-même. Je ne me comporte pas comme une ancienne ministre. Mais les moutons se promènent ensemble. Attention. Non, honnêtement. Attention. Non, je vous dis, quand j'arrive au barreau, je suis au barreau, je suis avec mes confrères que j'adore bien titiller, mais il faut me voir gueuler et tout. Mais vous n'allez pas croire que c'est Marie-Élise, la ministre. Non. C'est à égalité. Ils gueulent, je gueule. Ils ne sont pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Je crie, ils crient. Parce que je veux gagner mon dossier. Je veux sauver mon client d'une façon ou d'une autre. Donc, on ne pense pas à la ministre. Là, on pense profession. Oui, c'est qui la profession? Donc, le fait que j'ai été ministre, que j'ai été candidate à l'élection, non. Mais les collègues vous chahutent parfois. Mais oui, bien sûr, de temps en temps, je suis chahutée, mais à part ça, non, ça n'a rien à voir. Je suis traité au même titre que tous les confrères. Et on se traite à égalité. Mais parfois, vous me voyez, je me fâche, on se dispute, vous dites, ah, comment ça? Ben oui. Et puis je dis, attention à toi. Hein. Bon, on rigole et puis c'est bien. Et puis c'est fini. Donc, ça n'a plus rien à voir. Ça se passe très bien. Alors, lorsque vous regardez aujourd'hui l'univers politique béninois, c'est vrai que vous avez commencé par parler de compromission et tout. Est-ce que vous êtes satisfaite? Je préfère ne pas donner mon avis. Parce que vous savez ce que je dis. Chacun vient, fait son temps et laisse un héritage. On ne peut pas être totalement blanc ni totalement noir. Bien sûr que, vous voyez, dans les populations, certains sont contents, certains ne sont pas contents. Certains sont satisfaits, certains ne sont pas satisfaits. C'est la vie qui est ainsi. Celui qui est là, il fait ce qu'il doit faire et quand il partira, il laissera un héritage que celui qui viendra doit pouvoir continuer, doit pouvoir enrichir ou bien. Donc, non, je n'ai pas d'avis. Par rapport, je ne parle pas forcément de celui qui est là, je parle des politiciens avec qui vous avez collaboré, qui traversent les âges, mais qui sont toujours dans le système. Oui. Quand vous les voyez aujourd'hui, des gens avec qui vous avez été peut-être dit non sur un certain nombre de choses hier, aujourd'hui, qui disent peut-être le contraire, quand vous les regardez, qu'est-ce que cela vous inspire? Ils font de la politique. C'est ça la politique? Oui, ils font. Parce que moi, je les entends dire, ça c'est la politique. Donc ça justifie tout. Donc, quand j'entends dire, mais nous faisons de la politique, que puis-je dire moi? Est-ce que la politique est une science exacte? Je pense que non. Donc, les gens s'engagent, se désengagent au gré de leurs intérêts, au gré de leur humeur, au gré de tant de choses. Donc, moi, je leur tire mon chapeau tout simplement. Parce que je ne peux pas faire comme eux. Voilà, on va quitter le champ politique. Voilà. Lorsque vous regardez aujourd'hui l'avenir de la jeunesse, vous, grand-mère, du haut de votre rang de grand-mère, qu'est-ce que vous avez à dire à la jeune fille qui est en train de grandir? Moi, ce que je dirais à la jeune fille et que je leur dis toutes les fois que j'ai l'occasion, ce qui peut vous sauver, c'est votre travail. Travaillez. Aujourd'hui, quand je vois ce qu'on appelle influenceuse, et on croit que influenceuse, c'est de montrer les seins, les fesses, c'est de sortir avec plusieurs hommes, c'est de courir après l'argent des hommes. Je leur dis, attention, ça ne donne pas de l'avenir. Ayez la patience de gravir les escaliers, les échelons. Ce n'est pas toujours facile, les études, mais il faut les faire. Et je pense que c'est le grand sacrifice que les parents peuvent faire pour l'avenir de leurs enfants. Il faut que les enfants en prennent conscience, surtout les jeunes filles. Et de ne pas croire que c'est parce qu'elles sortent avec un homme riche, un homme qui a beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas ça. En même temps, elles veulent se marier. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Sinon, c'est tout, c'est du flow, et elles ne seront jamais gagnantes.
qu'elles pensent à leurs parents qui font beaucoup de sacrifices pour eux et pour elles. Et qu'elles suivent des exemples qu'on leur donne, les conseils qu'on leur donne pour préparer leur avenir. Vous avez fait beaucoup de combats en tant que femme juriste dans cette association. Quels sont les combats que vous avez remportés? Est-ce qu'on les a remportés? De toute façon, des lois ont été votées. Ben oui, des lois ont été votées. Ça, c'est vrai. Nous avons le Code des personnes et de la famille qui a beaucoup libéré la femme. Qui a beaucoup libéré. Parce que là, on se rappelle les questions de veuvage, la dépossession de biens. Tout à fait. Le mari s'en va. Ce code a beaucoup aidé, même si ce n'est pas parfait. C'est toujours ça. Les violences faites aux femmes et aux petites filles. Et je crois qu'avec le temps, les gens disent on n'a rien fait depuis 1960, on n'a rien fait, c'est aujourd'hui qu'on fait tout. Mais les gens sont malades ou quoi? Il faut commencer un jour. C'est ce combat qui tout doucement a donné l'INF aussi. L'INF existait aussi déjà, mais nous avons également l'INF aujourd'hui qui peut s'auto-saisir alors que l'ancien INF qu'on a eu ne pouvait pas s'auto-saisir. On peut aller dénoncer, etc. Il y a des facilités pour protéger la femme. Donc, je pense que le combat a donné beaucoup de choses. Et même sur le plan politique, on se battait à l'époque pour que nous ayons des femmes au poste de décision et surtout visibles dans le gouvernement, ça a beaucoup payé. Visibles à l'Assemblée nationale. Des lois ont favorisé cela. Donc, on fait... Et là, on oublie que c'est la somme d'un certain nombre de combats. Voilà, les gens oublient que c'est la somme d'un certain nombre de combats. On ne commence ça aujourd'hui, on gagne. Donc, c'est tout un processus qui mène à la victoire et qui continue. Donc, quand vous regardez cet aspect-là aujourd'hui... Ah, mais moi, je suis fière. Je suis fière d'avoir été parmi les artisans de cette évolution de la femme béninoise. J'en suis fière. J'en suis fière. Surtout quand je vois que des choses qu'on a refusées hier marchent aujourd'hui, je dis, ben, il fallait le faire parce que Marie-Élise, elle a pris des coups. Oh là là, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Mais... qu'est-ce que ça m'a fait? Je suis toujours la belle, charmante, même si je prends de l'âge. Ouais, mais on ne dirait pas. On dirait pas. Alors, Maître Élise Bédot, quand vous voyez les jeunes filles qui entrent en politique aujourd'hui et on vous donnait l'occasion de leur parler, qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis de ne pas avoir peur. C'est de ça que je parle. Parce qu'elles me disent, beaucoup disent, nous ne ferons pas la politique. Les jeunes dames, beaucoup disent, nous ne ferons pas la politique. Et je leur dis, il faut le faire. Elles ont peur des critiques négatives, des injures. Vous connaissez, chez nous, c'est à galeton, quoi. Bon, ça, c'est le plus commun. Ça, c'est le plus commun. Bon, même les femmes traitent les autres femmes d'agaleton. Bon, ça, c'est pas le plus... Mais là où, parfois, je suis un peu malheureuse pour celles qui rêvent de faire de la politique, c'est quand elles vous parlent de leurs époux. Ça n'a l'air de rien. Je vois des jeunes gens, des jeunes gens qui ne veulent pas que leurs épouses fassent la politique. Et je dis, c'est imparable. Si tu veux faire la politique, tu sors d'ici. Et ça revient toujours. Et ça pose des problèmes dans le couple. Et moi, le message que je dois faire à l'égard des jeunes gens, des futurs papas, des futurs mariés, laissez vos femmes. Laissez vos femmes évoluer au même titre que vous. Une femme évoluer, c'est en votre faveur. Et enfant épanoui, couple épanoui. Si maman n'est pas là, parce qu'elle a un poste politique qui ne lui permet pas, mais papa peut suppléer. Moi, je connais des femmes qui ont fait des parcours élogieux, mais grâce à leur mari qui les ont suppléés dans l'éducation des enfants, l'entretien des enfants, etc. Parce qu'elles ne sont pas là. Ça ne coûte rien. Il faut que le Béninois s'ouvre un peu. Le Béninois refuse d'être heureux. Et on passe le temps à soupçonner sa femme. C'est-à-dire que toutes les bêtises qu'eux ils font,
il le projette systématiquement sur la femme. Et surtout en politique, vous voyez. Et du coup, on refuse aux femmes de faire la politique. Et les jeunes dames, elles aussi, elles disent, je veux sauver mon foyer. Je veux rester une femme mariée. Je veux sauver mon foyer. Comme mon mari ne veut pas. Encore qu'il n'y a pas une garantie. Encore qu'il n'y a pas une garantie. Parce qu'il y a toujours les bureaux. Hein. Ils sont toujours enclins à créer des bureaux. Donc, les femmes, c'est pas grave. Faites ce que vous devez faire. En tout cas, faites de la politique si l'occasion vous est donnée. Voilà. Alors, Maître Marie-Élise Bédot, aujourd'hui, vous êtes toujours combattante. Si il vous était donné une baguette magique pour changer ce pays, quels sont les domaines que vous allez toucher? Waouh! Dieu vous donne une parcelle de son pouvoir pendant 10 minutes. Vous faites quoi? Pendant 10 minutes, il faut qu'on se débrouille pour que notre pays quitte la tutelle des colonisateurs. Avant, on ne connaissait pas beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons la chance de savoir que l'ancien colonisateur a mis le genou sur notre cou. Il faut qu'on s'en sorte pour libérer le pays. Et c'est ça qui nous permettra de nous battre par nous-mêmes, d'aller chercher au tréfonds de nous-mêmes ce qu'il faut. Et mon premier combat, c'est le système éducatif qui nous a été imposé et qui nous a arriérés. À partir de là, si on arrive à refaire le système éducatif, à reprendre le système éducatif en main, depuis la maternelle jusqu'à maintenant, je crois que on formera d'autres types de Béninois qui vont libérer leur pays et travailler pour ce pays en toute identité et authenticité. Voilà ce que je peux faire. Vous regrettiez tout à l'heure un métier qu'on s'appelle influenceuse, qu'on appelle influenceuse. Avez-vous peur pour cette génération? Est-ce que vous avez des craintes? Ben oui, par rapport à ces influenceuses qui ne leur montrent que des fesses et les seins, celles qui se font avoir, j'ai peur pour elles, parce qu'elles croient que c'est ça la vie. Non. Et puis moi, je n'appelle pas ça influenceuse. Parce que l'influenceur, c'est celui qui d'abord se donne un bon exemple pour faire évoluer, grandir ceux qui les regardent. Les influenceuses d'aujourd'hui, les influenceurs qui sont quoi, dans l'argent, quoi. C'est-à-dire les gaïmans, on gagne l'argent facile et les gens croient que c'est ça la vie. Comme on dit chez nous, la plupart se sont retrouvés où? À terme. À terme, ça ne peut pas vous faire évoluer. Donc, moi je dis les enfants, suivez la voie qui est tracée par vos parents qui vous éduquent, qui vous donnent de bons enseignements. Voilà. Alors aujourd'hui, quelle est la collaboration que vous gardez avec les hommes politiques avec lesquels vous avez eu des échanges entre-temps? Non, c'est que amitié, relation. On se voit, on se téléphone, parfois on rigole, mais n'a plus rien à voir avec la politique. Vous êtes plus concentré sur... Ah ouais, moi j'ai refusé, je ne commente rien, je refuse. Quand on se retrouve, c'est pas pour parler politique, c'est pour rigoler. Alors toi, comment tu vas, etc., etc. Et puis on passe à autre chose. Vos anciens collaborateurs dans le ministère, vous vous croisez encore? Oui, il y en a même qui viennent chez moi ici. Alors là, c'est ça qui est formidable parce qu'il y en a qui viennent me rendre visite, me dire bonjour. Il y en a qui ne m'oublient pas pendant les fêtes, qui se rappellent que j'ai été leur ministre et qui sont fiers d'avoir travaillé avec moi. J'ai souvent des retours comme ça. Qu'est-ce que vous gardez d'eux? Ah, mais beaucoup de choses également parce que de leur avoir appris d'abord à être à l'heure au boulot et quand ils viennent de s'asseoir et de véritablement travailler, de ne pas se lever. Il ne faut pas qu'on dise si c'est levé. J'ai essayé d'apprendre ça à mes collaborateurs dans les ministères. Et dans les ministères également, j'ai essayé de faire beaucoup la promotion des femmes. J'étais l'une des rares qui faisait vraiment la promotion des femmes. Aujourd'hui, à des postes. Voilà. À l'Assemblée nationale, la loi oblige donc les partis politiques à faire asseoir des femmes à l'Assemblée. Absolument. Est-ce que vous aurez rêvé d'arriver à la situation du Rwanda où c'est du 50-50?
La situation du Rwanda aussi, est aussi particulière. Ça a permis le 50-50 parce que vous savez que au lendemain de la guerre, fratricide, du génocide, il n'y avait plus d'hommes. C'est aussi ça. La réponse qu'il faut donner. Voilà, on ne le dit pas assez, on veut nous faire croire que ça s'est fait. Non, 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 c'est parce qu'il n'y avait plus d'hommes. Et il fallait quand même que les femmes puissent remplacer, et surtout dans des situations comme ça. Mais ça viendra. On tient. Ici, il y a une loi déjà qui est respectée, qui donne la possibilité aux femmes de pouvoir être nommées, comment dire, prévu en tête de liste, désigné. Par exemple, désigné, voilà, pas désigné, mais choisi, hein? Qu'on les mette d'abord en tête de liste. Les plus obligés à être en tête de liste, ça c'est déjà beaucoup. Ça, avec le temps, ça va améliorer les choses et ça va intéresser beaucoup d'autres femmes. Parce qu'il y en a qui veulent bien, hein, elles sentent. Mais bon, il y a encore quelques peurs du fait de la culture, etc. Bon, mais ça va venir, j'ai confiance. De quel Bénin rêvez-vous? Dans 50 ans? Le Bénin où tout le monde trouve à manger matin, midi, soir. Ah oui. Voilà. Ok. Alors, cette entrevue tire à sa fin. Maître Marie-Élise Bédot, je vais vous laisser conclure cet entretien. Que puis-je dire? Le Bénin avance. C'est tout ce qu'on souhaite. Mais on veut un vrai rassemblement, qu'il n'y ait pas de problème d'ethnie, de problème de clivage à cause de la politique, que la politique ne divise pas, quoi. Moi, c'est toujours ça qui me dérange, que la politique ne vienne pas diviser le peuple et qu'on soit toujours en harmonie, hein, et qu'on soit surtout moins individualiste. On est trop individualiste dans ce pays. Et ça aussi, c'est pas bien. Il faut qu'on apprenne à regarder l'autre, à chercher à savoir ce qui ne va pas chez l'autre. Au lieu de faire papato plutôt sur l'autre, de passer son temps à critiquer, il vaut mieux aider l'autre à avancer. Voilà ce que je peux dire. Un Bénin bien, prospère. C'est de ça que je rêve. Alors, merci beaucoup, Maître Marie-Élise Bédot. Présidente, j'aime bien vous appeler parce que là, présidente une fois, présidente toujours. Mesdames et messieurs, c'était donc Maître Marie-Élise Bédot, ancienne ministre de la République, présidente de l'Association des femmes juristes du Bénin. C'est vrai que ça a connu une évolution avec le temps. Aujourd'hui, avocate au barreau béninois depuis des dizaines d'années. Elle continue d'exercer. La retraite, c'est pour quand? Il n'y aura pas de retraite. Jusqu'à mon dernier souffle, je bosse. Avocate aujourd'hui, avocate toujours. J'espère que vous avez tiré beaucoup de leçons de cette icône de la politique béninoise, mais aussi du travail bien fait en matière de justice. Elle rêve d'un Bénin où coule le lait et le miel. C'est l'essentiel qu'on puisse dire pour ce numéro de votre émission Icône. Gardez votre position d'écoute parce que demain, il y aura encore d'autres icônes qui feront leur apparition sur nos écrans. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.